Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolues ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. L'histoire d'aujourd'hui nous transporte dans la petite ville de Broken Bow, Nebraska, où une jeune fille nommée Sydney Loof se trouve au cœur du récit. Née le 21 août 1993, Sydney a grandi entourée de l'amour de ses parents, George et Susie, dans la paisible ville d'Arcadia. Vers l'an 2000, la famille a déménagé à O'Neill, où Sydney a poursuivi ses études secondaires. Connue pour son talent à la pêche, elle s'essayait également au basketball et au golf, malgré une scoliose qui limitait sa participation. Après avoir obtenu son diplôme en 2011, Sydney a trouvé un emploi dans un magasin Menard à proximité. Sa mère, Susie, enseignait l'éducation spécialisée, tandis que son père, George, était directeur d'école. La famille restait soudée, se retrouvant souvent pour des dîners chaleureux. Sydney, cependant, luttait contre la dépression. Ses médicaments ne semblant pas efficaces, elle a consulté un nouveau médecin qui lui a prescrit un autre traitement. Susie a rapidement remarqué une amélioration de l'humeur de Sydney, qui exprimait un désir de changement, y compris la recherche d'un nouvel emploi. Le jeudi 16 novembre 2017, Sydney, alors âgée de 24 ans, devait travailler chez Menards à Lincoln, Nebraska. Mais ce jour-là, elle ne s'est pas présentée à son poste et n'a informé personne de son absence. Inquiets, ses collègues, amis et famille ont tenté de la joindre, mais sans succès. Les parents de Sydney se sont rendus à son appartement en duplex, où ils n'ont trouvé que son chat bien-aimé, Mimsy. Susie savait que Sydney ne laisserait jamais son chat sans nourriture ni eau pour une longue période. Craignant le pire, ils ont signalé sa disparition à la police. La police, déjà alertée par les collègues de Sydney, avait effectué une vérification de bien-être. Rien ne semblait anormal à l'intérieur de l'appartement, à part l'absence d'eau pour Mimsy. L'appartement était verrouillé et la voiture de Sydney était garée à l'extérieur. Malgré l'absence de signes apparents de malveillance, la famille de Sydney restait convaincue que quelque chose n'allait pas. Et la police a pris leurs préoccupations au sérieux. Susie a informé la police que Sydney avait probablement un rendez-vous le soir du 15 novembre. Elle a fourni une capture d'écran de la publication Snapchat de Sydney, montrant une photo d'elle-même avec la légende « Prête pour mon rendez-vous ». Les amis de Sydney ont confirmé qu'elle avait prévu de rencontrer une femme nommée Audrey, qu'elle avait connue sur Tinder. En examinant les relevés téléphoniques de Sydney et les images de surveillance de son lieu de travail, les autorités ont identifié une personne avec laquelle ils devaient parler de toute urgence. Le téléphone de Sydney avait émis son dernier signal à une tour cellulaire dans la région de Wilbur, près d'un appartement occupé par une femme nommée Bailey Boswell. Les enquêteurs pensaient que Bailey, âgée de 26 ans, était la personne que Sydney avait rencontrée la nuit du 15 novembre, utilisant le nom d'Audrey en ligne. Contactée par la police, Bailey a affirmé qu'elle et Sydney étaient ressortis ensemble à 2 reprises, la deuxième fois ayant eu lieu la nuit du 15 novembre, la veille de la disparition de Sydney. Bailey a déclaré qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de Sydney depuis et ne savait pas où elle se trouvait. La police avait l'intention de poursuivre les discussions avec Bailey, mais avant de pouvoir le faire, elle s'est enfuie avec son petit ami de 52 ans, Aubrey Trail. Tout en fuyant les autorités, Bailey et son petit ami Aubrey Trail ont publié des vidéos sur Facebook, affirmant leur innocence concernant la disparition de Sydney et exprimant l'espoir de son retour sain et sauf. Bailey a affirmé avoir eu 2 rendez-vous avec Sydney, déclarant qu'elle l'avait déposée chez un ami et n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis. Dans une vidéo, elle s'est excusée auprès de la famille de Sydney, niant toute implication dans sa disparition et exprimant son souhait de voir Sydney revenir rapidement, la décrivant comme une personne merveilleuse. Après plusieurs jours de poursuite, la police a finalement localisé Bailey Boswell et Aubrey Trail dans un hôtel à Branson, Missouri.
Malgré leur tentative pour échapper à la capture, les forces de l'ordre les ont appréhendés avec succès. Tragiquement, des semaines après la disparition de Sidney, une analyse approfondie des relevés téléphoniques et des enregistrements de localisation de Bailey a conduit la police à découvrir les restes de Sidney. De manière choquante, le corps de Sidney avait été démembré, ses restes divisés en 14 parties et placés dans des sacs poubelles noirs dispersés dans des fossés à travers le comté de Clay. Notamment, certains organes de Sidney, y compris son cœur, manquaient. Bailey et Aubray ont été accusés de meurtre au premier degré, de disposition inappropriée de restes humains et de complot en vue de commettre un meurtre. Bailey a plaidé non coupable aux 3 chefs d'accusation, tandis qu'Aubray a plaidé non coupable de meurtre et de complot, mais a admis sa culpabilité pour la disposition inappropriée de restes humains. La mort de Sidney a été déterminée comme étant un homicide causé par strangulation, comme révélé par l'autopsie réalisée sur les parties du corps récupérées. L'examen a indiqué des abrasions sur les poignets de Sidney, une blessure à la tête, des lobes d'oreilles déchirés, ainsi que des abrasions et des ecchymoses sur son dos. Les blessures défensives suggéraient que Sidney s'était battu pour sa vie. Après son arrestation lors des premiers entretiens avec la police, Aubray a fourni un récit étrange, impliquant un prétendu culte sexuel auquel lui et Bailey auraient appartenu. Il a parlé de son implication dans la sorcellerie, prétendant être un vampire capable de voler, et s'est présenté comme le chef d'un culte sexuel avec des sorcières parmi ses membres. Selon le récit initial d'Aubray, les sorcières gagneraient supposément du pouvoir en torturant et en tuant d'autres femmes. Concernant la mort de Sidney, Aubray a affirmé lui avoir payé 5 000 $ pour participer à une fantaisie sexuelle avec 2 autres femmes. Il a soutenu que la mort de Sidney était accidentelle pendant l'activité sexuelle consensuelle et a admis s'être débarrassé de son corps. Aubray a également déclaré à la police qu'il avait démembré le corps de Sidney dans le cadre d'un rituel aligné avec ses croyances religieuses. Il a affirmé avoir drainé son sang pour libérer son âme au Dieu dans un lieu sacré et avoir disposé ses parties du corps pour accélérer son processus de réincarnation. Bien qu'ils aient été condamnés à des procès séparés, l'accusation a présenté des cas essentiellement identiques contre Bailey et Aubray. Les procès ont eu lieu à Lexington, car la défense a soutenu que la publicité extensive entourant l'affaire empêcherait un procès équitable à Wilbur. L'accusation a affirmé que Sidney avait été assassiné par strangulation. Dans une attaque préméditée, méticuleusement planifiée par Aubray et Bailey pour satisfaire une fantaisie sexuelle, ils ont soutenu qu'Aubray et Bailey étaient les leaders d'un groupe cherchant à recruter de jeunes femmes pour des activités, Bailey utilisant Tinder pour trouver des victimes potentielles. Les preuves présentées au jury ont indiqué que Bailey a initié le contact avec Sidney via Tinder, menant à un rendez-vous où ils ont conduit, conversé et consommé de l'alcool et des substances interdites. Bailey a ensuite arrangé une nouvelle rencontre avec Sidney le soir du 15 novembre, une demande que Sidney a acceptée. Bailey a amené Sidney dans leur appartement en sous-sol à Wilbur partagé avec Aubray. Selon l'accusation, à l'arrivée de Sidney, Bailey et Aubray l'ont immédiatement attaqué, l'étranglant avec un cordon sur le sol du salon. Ils ont allégué que Sidney a été tué dans les 24 minutes suivant son entrée dans l'appartement. Après le meurtre, Bailey et Aubray ont méticuleusement nettoyé l'appartement, faisant partie de leur plan prémédité. L'accusation a soutenu qu'ils ont ensuite procédé à démembrer Sidney et à se débarrasser de ses restes dans le comté de Clay le lendemain, le 16 novembre. Les images de surveillance présentées au jury montraient Bailey et Aubray achetant des outils pour le démembrement et des produits de nettoyage le 15 novembre, quelques heures seulement avant le meurtre de Sidney. Le témoignage de Jennifer Cole, la propriétaire du couple, a révélé que le 16 novembre, en entrant dans la maison, elle a détecté une forte odeur d'eau de Javel et de Clorox, indiquant qu'un nettoyage intensif avait eu lieu. Le docteur Michel Alif, pathologiste médico-légal, a témoigné au tribunal que la cause de la mort de Sidney était un homicide par strangulation. Les rapports toxicologiques ont révélé la présence de médicaments antidépresseurs dans le système de Sidney. De plus, il a été noté pendant les procédures que, mis à part les organes manquants,
La partie du corps de Sidney non récupérée était son bras gauche supérieur, spécifiquement la zone au-dessus du coude et en dessous de l'épaule. Pendant le procès, Aubrey a éclaté dans un accès de colère, proclamant violemment l'innocence de Bailey dans la mort de Sidney. « Bailey est innocente, maudits soyez-vous tous !» Il a ensuite tenté de se mutiler en se tranchant la gorge 3 fois avec une lame de rasoir. À la suite de cet incident, Aubrey n'a pas assisté au procès pendant quelques semaines. Lorsqu'il est finalement réapparu dans la salle d'audience pendant la phase de la défense, uniquement pour témoigner, il a été amené en fauteuil roulant et a remarqué au juge avec un sourire en coin « Je vais être sage ». Il est rare qu'un accusé témoigne à son propre procès en raison des risques encourus, tels que révéler trop d'informations, avoir du mal à répondre aux questions efficacement ou montrer de l'hostilité envers les avocats qui posent des questions, ce qui pourrait nuire à la perception du jury. Cependant, dans le cas d'Aubrey, sa décision de témoigner n'était pas aussi inhabituelle en raison de ses nombreuses interactions antérieures avec la police. Lors de son témoignage, Aubrey a informé le jury que lui et Bailey avaient initialement rencontré Sidney en mars 2017 et lui avaient payé pour participer à leurs activités en raison de ses besoins financiers. Il a affirmé qu'ils avaient perdu contact par la suite, mais qu'en novembre 2017, Bailey avait cherché à raviver leur relation et avait de nouveau contacté Sidney. Aubrey a soutenu que Sidney, ayant besoin d'argent, avait accepté de le rencontrer le 15 novembre, raison pour laquelle il se trouvait chez Menard ce jour-là. Plus tard dans la soirée, les 3 ont participé à des activités sexuelles, au cours desquelles Sidney a été accidentellement asphyxié avec un cordon prolongateur qu'ils utilisaient dans un jeu sexuel. Aubrey a déclaré « Je ne sais pas si Sidney a eu une crise ou quoi, mais c'est à ce moment-là qu'elle a cessé de respirer. » Contrairement à ce qu'il a déclaré à la police lors de l'interrogatoire, il a informé le tribunal qu'il n'y avait aucun aspect cérémonial dans le démembrement du corps de Sidney, rejetant toute notion de sorcellerie, de vampires ou de drainage de sang comme étant fausse. Il a expliqué qu'il avait dû démembrer son corps parce qu'il ne rentrait pas dans la voiture. Lorsqu'on lui a demandé quel outil il avait utilisé, il l'a décrit comme une scie courbe semblable à une lame de scie à métaux. Aubrey a admis s'être senti paniqué et s'être ensuite débarrassé de ses restes dans un champ du comté de Clay à l'aube du 16 novembre. Il a justifié son échec à demander de l'aide en exprimant des doutes sur le fait que quelqu'un croirait à son récit de mort accidentelle. Aubrey a reconnu s'être débarrassé du corps de Sidney, mais a maintenu que sa mort était accidentelle pendant une activité sexuelle impliquant un cordon prolongateur. Bailey a nié avec véhémence toute implication dans les événements. Son équipe juridique a plutôt soutenu qu'elle était elle-même victime des actions d'Aubrey. Ils l'ont décrite comme une jeune femme vulnérable lorsqu'elle a rencontré Aubrey en insistant sur sa situation de vie isolée et sa récente fuite d'une relation abusive avec le père de son enfant, alors qu'elle travaillait comme serveuse à Princeton, Missouri. La défense a fermement affirmé que Bailey n'avait joué aucun rôle dans la mort de Sidney ou dans la disposition de son corps. Cependant, l'accusation a contredit cette affirmation en présentant des preuves qui montrent sa culpabilité. Ils ont souligné la proximité d'un téléphone portable lié au compte Tinder de Bailey avec l'endroit où les restes de Sidney ont été découverts. Une analyse détaillée du téléphone et des enregistrements de localisation de Bailey a finalement aidé les forces de l'ordre à localiser les restes de Sidney. Le tribunal a également appris que c'était Bailey qui avait initié le contact avec Sidney et organisé leur rencontre. C'est elle qui est arrivée au duplex de Sidney pour la chercher le soir du 15 novembre. Le témoignage de 3 autres femmes qui avaient été en relation à différents moments avec Aubrey et Bailey, toutes actives sur Tinder, a été présenté au jury. Elles ont témoigné que Bailey les avait contactées sur Tinder. Une femme a déclaré qu'elle avait même voyagé avec eux après leur rencontre sur Tinder. Elle a affirmé qu'Aubrey lui fournissait une allocation hebdomadaire de 1 200 $ et l'avait invité à rejoindre ce qu'il appelait son culte. Il a décrit les membres du groupe comme des sorcières et l'a informé que pour rejoindre, elles devraient participer à des actes de torture et de meurtre. Il a même suggéré des victimes potentielles
y compris une femme qu'ils avaient rencontrée via Tinder. Selon son témoignage, Bailey était appelée la reine des sorcières au sein du groupe. Une autre femme a témoigné que Bailey discutait fréquemment de son désir de briser des doigts et de sa fascination pour le démembrement des corps, exprimant du plaisir dans les conversations sur la torture. Les 3 femmes qui ont témoigné ont souligné que Bailey et Aubrey participaient activement aux discussions sur la torture et le meurtre. De plus, le tribunal a été informé que Bailey était en compagnie d'Aubrey le jour où Sidney a été tué, au cours duquel ils ont acheté des outils tels qu'une scie à métaux, des cisailles et un couteau utilitaire chez Home Depot. Vers midi ce jour-là, Bailey a envoyé un message à Sidney pour lui demander comment se passait sa journée. Les enregistrements téléphoniques et les images de sécurité ont confirmé que Bailey se trouvait dans le parking de Menard avec Aubrey au moment où elle a envoyé le message Tinder. Malgré l'emploi de Sidney chez Menard, rien n'indiquait qu'elle était au courant de la présence de Bailey. Quelques heures plus tard, Bailey a envoyé un autre message Tinder à Sidney pour l'informer qu'elle était à son appartement pour la chercher. Bien que Sidney s'attendait à conduire pendant leur rendez-vous, les enregistrements téléphoniques suggèrent qu'elles se sont rendues à l'appartement où Bailey et Aubrey résidaient. L'avocat de Bailey a soutenu que les preuves concernant Bailey indiquaient son implication dans l'achat d'eau de javel et de sacs poubelles pour qu'Aubrey les utilise pour se débarrasser du corps de Sidney, ce qui pourrait la rendre coupable de complicité. Cependant, il a exhorté le jury à se demander si ces preuves étaient suffisantes pour établir la complicité dans un meurtre au premier degré ou une conspiration pour commettre un meurtre. Il a imploré le jury de se concentrer uniquement sur les preuves présentées et de ne pas se laisser influencer par les photos d'autopsie graphique. Le jury a délibéré pendant seulement quelques heures avant de prendre la décision de condamner Aubrey pour meurtre au premier degré, conspiration pour commettre un meurtre et disposition inappropriée de restes humains. Bailey a demandé un nouveau procès, qui a été refusé par le juge. En revanche, Bailey a réussi à obtenir un changement de lieu en raison de préjugés, ce qui a été accordé. Cependant, en février 2020, le juge de district s'est récusé de l'affaire en raison de son implication dans la mise en œuvre du protocole d'exécution du Nebraska. En octobre 2020, un jury a déclaré Bailey coupable de meurtre au premier degré, de conspiration pour commettre un meurtre et de disposition inappropriée de restes humains. Puis, en juin 2021, un panel de 3 juges a décidé à l'unanimité de condamner Aubrey à mort. Aubrey a tenté de se représenter lui-même dans le processus d'appel, mais sa demande a été rejetée. Pendant ce temps, Bailey a été condamné à la réclusion à perpétuité après qu'un des 3 juges a déclaré que ses actions ne répondaient pas au seuil de dépravation exceptionnelle requis pour imposer la peine de mort. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.